Quelques news, parce que l'analyse technique, franchement, j'ai pas envie de réexpliquer ce que je vous ai déjà dit de très nombreuses reprises. Je pense que ceux qui suivent les lives régulièrement ont déjà vu les infos. Sinon, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les replays des lives précédents. Il y a quelques news que j'ai trouvées intéressantes, comme d'autres boîtes qui souhaitent s'exposer au BTC. Donc, on a Semler Scientific, qui est une boîte techno aux États-Unis, qui, elle, avait pour objectif, de ce que j'ai pu voir, elle a déposé un dossier auprès de la SEC qui avait pour objectif de s'exposer, je crois que c'était un peu plus de 500 millions de dollars sur le BTC. Et donc, du coup, là, ils ont augmenté leur ratio, je crois, 10 millions supplémentaires. Donc, c'est une boîte parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a évidemment le MicroStrategy, on en a d'autres quand vous avez présenté avec Mickaël qui souhaitent s'exposer au BTC, qui s'exposent déjà au BTC et qui le font avec des effets de levier. Alors, soit c'est en réserve stratégique avec du cash qu'ils ont déjà en réserve, soit c'est en utilisant des effets de levier directement pour s'exposer encore plus au BTC, avec les risques aussi inhérents à ce genre d'activité. Là, ce qu'on remarque, c'est que ça reste quand même une grosse boîte. Vous jetterez un coup d'œil à Semler Scientific, c'est pas une petite boîte. Et eux, pour objectif, c'était d'acheter pour à peu près 500 millions de dollars de BTC et de s'exposer dessus. Et pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'ils continuent, qu'on ait d'autres boîtes qui décident de suivre clairement le même chemin. De l'autre côté, on a d'autres États-nations comme le Salvador qui continuent d'adopter sa stratégie Bitcoin et qui continuent de la suivre, malgré l'accord financier qui a été mis en place avec le FMI, d'accord, Fonds monétaire international. Vous pouvez suivre en fait ce que fait le Salvador au fur et à mesure et leur DCA régulier et de voir tous les mois en fait ce qu'ils font, ce qu'ils achètent. Donc là, en fait, si vous revenez depuis le début, vous voyez l'augmentation du bag du Salvador depuis le départ. Eux, ils font un DCA régulier. L'objectif, c'est d'acheter un Bitcoin par jour, tous les jours. Alors, des fois, ils en font un peu plus, des fois, ils en font un peu moins. On peut voir, par exemple, que là, sur le mois d'avril, ou alors des fois, c'est tous les 2 mois. Par exemple, là, sur le mois d'avril, ce que je vois, c'est 46 BTC. Sur le mois de février, c'est 46 BTC. Là, c'est 48, 41. Donc, des fois, ils sont un peu plus que un BTC par jour. Je crois que c'est au minimum un BTC par jour, mais des moments, ils en achètent 10, des moments, ils en achètent 5. Et ils continuent tranquillement leur DCA. Et on voit que ça a énormément payé parce qu'en fait, leur coût moyen par BTC aujourd'hui est nettement plus faible que de ce qu'ils ont. Et ils sont sur un peu plus d'un fois deux. Là, vous voyez, sur les presque 600 millions de dollars qu'ils ont en portefeuille, il y en a presque 300 millions qui sont issus en fait des intérêts qui sont générés par leur capital. D'où l'intérêt en fait de cette approche toute simple, quand on vous parle depuis des années, de vous dire que sur le BTC, sur une période de 4 ans, si vous faites un DCA, même si vous achetez au top, en général, vous êtes en positif. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire du BTC où vous n'étiez pas en positif. Sur les alts, c'est un peu plus compliqué. Mais sur le BTC, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et pour l'instant, ça a été une stratégie très gagnante. Ça a été une stratégie gagnante pour Michael Saylor également aussi, qui continue de le faire. Alors là où on peut se poser les questions, c'est qu'il augmente quand même énormément son coût d'achat moyen, Saylor. Il continue d'acheter. Je crois que là, dernièrement, il a racheté, c'était hier ou avant-hier, il a racheté pour 1,4 milliard de dollars en BTC. Je crois que c'est 15 000 BTC qu'il a racheté. Ça n'a même pas fait bouger le marché. Alors, il y en a qui se disent, tiens, comment c'est possible que ça fasse pas bouger le marché? Tout simplement parce qu'il achète OTC. Il va pas acheter sur Kraken ni sur Coinbase comme nous avec son petit KYC. Évidemment que ça l'intéresse pas. Mais il y a un moment donné où, là, à force d'acheter, on voit qu'il n'y a plus suffisamment de Bitcoin. Quand les baleines accumulent comme jamais, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur l'Ether, on n'a jamais été aussi bas sur les plateformes d'échange centralisées en termes d'offres disponibles. Donc là, on est clairement sur un cocktail explosif si jamais le sentiment de marché se retourne. Et pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Et il faut que vous soyez prêts, les gars. Si vous n'êtes pas prêts, que vous attendez juste en disant c'est bon, j'espère que ça va augmenter, vous verrez. Ce qui piège énormément de gens, c'est être capable d'appuyer sur la détente quand il faut prendre des profits, quand il faut faire des choses. Parce que là, il y a des choses à faire. Il y a des projets que vous devez être capable d'accumuler. D'accord? Pas tous. Mais la fenêtre aujourd'hui pour pouvoir accumuler des projets intéressants se restreint de plus en plus. D'ailleurs, on a quand même eu pas mal de rebonds depuis le début. Donc voilà. Je vous le dis vraiment, c'est hyper important. C'est dans des périodes comme ça qu'il faut faire des choses là où beaucoup de personnes se désintéressent. Et malheureusement, on le sait, comme à chaque fois, quand c'est haut, les gens veulent acheter, quand c'est bas, personne ne veut acheter, et quand ça se retourne, c'est rebelote. Et vous verrez que tous ceux qui étaient éternels, baissiers, qui vous disaient c'est pourri, ça va jamais remonter, ça va jamais remonter, quand on va redépasser la TH, parce que pour moi c'est qu'une question de temps, quand on dépasse la TH sur le BTC, quand on recommence à avoir de nouveau
un sentiment positif sur le marché, etc., etc. Ça change très vite. En un claquement de doigts, ça change extrêmement vite. Tous ceux qui étaient baissiers repassent haussiers, les targets réaugmentent. Et c'est là qu'après, le plan de sortie, le fait de prendre des profits et tout, allez, ça repart aux oubliettes. Et on se retrouve après dans le même cas de figure où il y a des mecs qui pouvaient avoir beaucoup d'argent sur la fin d'année 2024 et qui se retrouvent presque sans rien et en string en plein milieu de la plage, là, dans des périodes comme aujourd'hui. Voilà. Donc Sailor qui continue d'acheter énormément, énormément encore en ce moment. Il continue son DCA tranquille pour le coup, sauf que son coût d'acquisition moyen par BTC est en train énormément d'augmenter parce qu'en fait, à chaque fois, il achète le top 1. Alors ça peut être des tops locaux, on peut se dire, vu qu'il a une vraie conviction d'investir sur le très long terme. Simplement, la volatilité qu'on a sur le Bitcoin aussi reste encore aujourd'hui importante. Et donc, si on corrige et qu'on descend tout de son prix d'achat et son prix de revient, étant donné qu'il a fait des effets de levier pour acheter, etc., je crois que c'est 70 000 $ aujourd'hui, si je ne me trompe pas. On verra quand on repassera en bear ce que ça changera, mais 70 000 $, la probabilité qu'on arrive sur un BTC qui soit en dessous de son prix de revient en bear market, pour moi, elle reste quand même importante. Et donc, on verra. Si les actions MicroStrategy ne performent pas et qu'à un moment donné, ils arrivent à échéance de leur dette et qu'il faut payer leurs investisseurs et que ils souhaitent se faire payer en cash et pas forcément en actions MicroStrategy, va falloir sortir de l'argent. Et là où il y a de l'argent, finalement, ça sera sans doute sur des actifs comme le BTC et peut-être devoir les liquider en bear. C'est pas dit, mais c'est pas quelque chose à exclure selon moi. Et comme à chaque cycle, il y aura des bears et il y aura ce qu'on appelle des black swans aussi, des événements inattendus, des trucs qui vont faire trembler encore le marché, qui vont faire la une des journaux et tout, FTX, Luna, Celsius, etc. Voilà, on n'est pas à l'abri que ce soit cette fois-ci MicroStrategy ou autre chose. Hein. Ça peut être une grosse plateforme qui tombe et tout, mais il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. D'ailleurs, en parlant de Celsius, je ne sais pas si vous avez vu la news, les gars, Machinsky qui risque de prendre jusqu'à 20 ans de tôle pour les merdes qu'il a fait avec Celsius. On verra. Je crois que c'est ce qui est prévu. Après, bon, le jugement n'est pas encore terminé. Il y a la possibilité de faire appel et tout, mais il risque quand même assez gros. Et j'espère qu'il prendra tarot parce que lui, pour le coup aussi, c'était quand même un sacré fumier. Presque équivalent à ce qu'on a eu avec FTX. Voilà. Donc, comme quoi, le fait d'avoir créé des licornes, de savoir bien parler, d'être présente partout, le mec, il est arrivé avec son t-shirt, unbank yourself, devenez votre propre banque et tout. On va créer un système, le proof of community qui va montrer que, regardez, vous allez investir, vous allez voir d'où viennent vos rendements, etc. Tout ça, c'est du gros bullshit et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les plateformes d'échange centralisées, on le répétera jamais assez et vous ne devez plus les utiliser. Uniquement pour le pont crypto fiat crypto, c'est tout, terminé. Vous voulez stocker, vous voulez faire du rendement, vous voulez faire des échanges, vous le faites de manière décentralisée, d'autant plus avec les restrictions qui arrivent de plus en plus sur le marché crypto en Europe et de partout ailleurs. Voilà, il y a un intérêt de s'y intéresser aujourd'hui parce que si vous maîtrisez ces leviers-là, que vous maîtrisez, vous avez des vraies compétences techniques, etc., sur la partie crypto, DeFi, sécurité, etc., vous verrez que ça, c'est pas quelque chose que vous aurez besoin de réapprendre par la suite et que des opportunités, il y en aura tout le temps et qu'à partir du moment où c'est présent, vu qu'aujourd'hui, la barrière d'entrée, elle est quand même assez élevée en crypto, c'est là où il y a énormément d'opportunités. Donc ça, pareil, évidemment, on en parle énormément dans le programme d'accompagnement et sur la partie crypto-investisseur. Crypto-investisseur, c'est le programme qui vous donne tout ce qu'il faut pour être autonome dans vos investissements. C'est plus de 50 heures de contenu que sur de la crypto. Vous voyez tout ce qui est lié à la DeFi, analyse technique, analyse on-chain, analyse fondamentale, sécurité des actifs numériques. Vraiment, on reprend tout à Z pour vous permettre vous-même d'être autonome dans vos investissements. Et pour moi, il y a un intérêt plus que jamais aujourd'hui d'être dans ce cas de figure parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la plupart des personnes sont incapables de réfléchir par elles-mêmes, malheureusement. Et si c'est le cas, et si à chaque fois, vous changez de fusil d'épaule, à chaque fois que vous entendez quelqu'un qui vous dit « moi, je suis haussier », ah vous êtes haussier, l'autre, il dit que je suis baissier, vous êtes baissier, ça sera jamais d'avoir des convictions vraiment personnelles, ça sera jamais aussi avoir des convictions empruntées, ça sera jamais aussi performant que des vraies convictions personnelles. Je continue un petit peu, les gars, aussi là-dessus. Il y a une réforme fiscale qui est prévue de la part de Trump, donc on va voir si ça sera mis en place ou pas, que je trouve quand même très intelligente. C'est de permettre pour tous ceux qui gagnent aujourd'hui un salaire et qui ont des revenus inférieurs à 200 000 $ par an, donc ça représente quand même une grande partie de la population américaine, de pouvoir ne plus avoir besoin de payer d'impôts sur le revenu, si je ne me trompe pas. D'accord ? En fait, en gros, les taxes qui seraient récupérées par les droits de douane
avec la négociation qui est en train d'être faite par Trump, permettrait de contrebalancer l'impôt qui est récupéré pour ceux qui gagnent des salaires qui sont inférieurs à 200 000 $ par an. Donc on verra si ça sera mis en place et si finalement c'est viable ou non. Parce que sur le papier, oui, ça reste intéressant. Et je pense que ça encourage aussi à l'investissement, etc., etc. Et c'est pas fait non plus que pour les ultra riches, on le voit. Hein. Tous ceux qui gagnent des salaires inférieurs à 200 000 $, ça représente quand même la plus grosse majorité de la population. Et du coup, on voit qu'il y a un jeu aussi de la part de Trump qui n'est pas que pour favoriser les ultra riches, les ultra milliardaires, etc., etc. Évidemment, ça joue. Hein, les insiders qu'on a eu sur Trump, c'était pas des toutous les mecs, hein, d'accord. Hein, c'est des mecs qui avaient quand même un certain nombre de thunes. Par contre, là, on voit que d'un point de vue fiscal, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Et ce qui est marrant, c'est de voir ce que nous, on fait en France, où on veut toujours augmenter les impôts. En Europe, on veut augmenter les taxes, les impôts, les restrictions et machin. Et aux États-Unis, ils font évidemment l'inverse. Bon. Chacun aura son jugement sur le sujet. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là, dernièrement sur cette partie-là, un peu sur Éternel étudiant sur mon autre chaîne, pour ceux que ça intéresse, sur la comparaison entre la retraite par capitalisation et la retraite par répartition. Et je vous montre vraiment par A plus B que la retraite par capitalisation, c'est le meilleur système de retraite qui existe, y compris pour ceux qui ont les plus petits salaires. Et je me suis basé sur ceux qui gagnent le SMIC. Voilà. Donc on ne pourra pas me dire ah mais non, c'est pour les riches, c'est pour les machins. Oui, ça demande un petit effort d'épargne. Mais globalement, en fait, la retraite qu'on a aujourd'hui la retraite par répartition est vraiment pourrie de A à Z, y compris pour ceux qui gagnent le moins d'argent. Voilà. Parce qu'une retraite une retraite, en fait, vous la créez et vous la développez sur une période à peu près de 40 ans. Donc, d'estimer la réussite ou non d'une retraite par capitalisation lorsqu'il y a une petite baisse sur les marchés financiers sur une période de quelques semaines à quelques mois, voire un an ou deux, ça veut rien dire. Typiquement parce qu'une retraite, vous la faites sur 40 ans et quand vous cotisez pour votre retraite, vous cotisez sur une période relativement longue. Et d'ailleurs, vous cotisez pas pour vous cotisez pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite. La vraie question, c'est qui va cotiser pour vous. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est quand même une chute démographique assez importante, avec de moins en moins d'actifs et de plus en plus de personnes qui dépendent de ces aides-là. Donc, s'il y a moins d'actifs pour créer cette richesse-là, et de plus en plus de personnes finalement qui ne sont pas actifs, donc qui ne font pas partie de cette catégorie, comment vous financez les retraites, comment vous financez la sécu, comment vous financez un certain nombre de choses, sachant que aussi les dettes augmentent, les inégalités vont continuer d'augmenter, il y a de moins en moins d'argent dans les caisses, une grosse partie de l'argent est utilisée pour payer les intérêts de cette dette qui ne fait qu'augmenter, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu le sujet de la vidéo que j'ai faite dernièrement sur Éternel étudiant. Évidemment, là, c'est la partie condensée. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais je pense que si vous avez la même mentalité que nous, vous vous rendrez compte que ce qui est présenté et ce qu'on vous met souvent en avant en vous disant attention, les marchés, c'est risqué, il ne faut pas investir et tout. En fait, on est obligé de passer par là. Ce qu'on vit aujourd'hui, y compris en crypto, c'est un passage obligé. C'est le prix qu'on est amené à payer justement pour avoir plus de liberté après. Parce que la crypto est là pour rester. Oui, on est dans des périodes un peu d'incertitude aujourd'hui, mais des cycles, il y en aura tout le temps. Il y aura des augmentations. Vous revenez dans plusieurs années, le marché sera sans doute bien plus haut que ce qu'on a aujourd'hui. Et si vous avez profité des périodes de baisse et tout pour acheter et que vous avez accepté de prendre votre risque à l'achat et de subir à un moment donné cette volatilité, de voir à un moment donné votre portefeuille à la baisse, vous verrez que vous serez... il y a très forte chance et très forte probabilité que vous soyez récompensé par la suite et que plus tard, vous soyez capable d'avoir une retraite plus décente que celle qui sera attendue par l'État. En tout cas, moi, ça fait des années que je n'attends rien de l'État. Dire pour ça aussi que je ne vais pas voter. Je ne vote plus depuis des années. Et je fais partie des personnes qui n'attendent absolument rien de qui que ce soit. Et je préfère mieux mettre en place des choses que je peux contrôler aujourd'hui, c'est-à-dire mettre en place des choses sur lesquelles j'ai un impact et sur lesquelles j'ai un contrôle, plutôt que de me dire potentiellement, allez, je vais attendre que le gouvernement daigne bien me donner une retraite si c'est pas retardé ou quelque chose comme ça. On sait très bien que la plupart du temps, c'est pas les mêmes engagements, c'est pas les mêmes intérêts, ça corrigera absolument pas le problème de fond qui n'est pas un problème d'impôt ni un problème globalement de répartition. Quoique ça, on pourrait même se poser la question, c'est surtout un problème de gestion de budget. Et aujourd'hui, la gestion de budget est juste déplorable. Il n'y a jamais eu autant d'impôts qui a été payé depuis le début avec des services aussi faibles. C'est-à-dire, si vous mettez dans une entreprise privée le prix payé par rapport à ce que vous avez vous à côté, c'est déplorable. Et qu'on vienne pas me dire ouais, mais dans le monde on nous envie notre système. Et franchement, si vous avez voyagé un petit peu dans votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de pays qui font bien mieux que nous aujourd'hui et on n'a rien.
Évidemment, tout n'est pas acheté, mais on n'a rien d'enviable dans ce qu'on a en France. Enfin, en tout cas, il y a pas quelque chose, il y a pas, c'est pas un truc où on va se dire on a le meilleur système de sécurité sociale du monde, le meilleur système de santé du monde. Il y a des systèmes qui sont aujourd'hui bien plus performants et qu'en France, évidemment, on a beaucoup de choses à apprendre de l'étranger. Mais ça, c'est un peu le problème français, c'est qu'on considère qu'on fait toujours mieux que les autres, sauf que dans les faits et dans la réalité, c'est absolument pas le cas. Autre chose que je voulais vous présenter, les gars, avant que je prenne quelques petites questions. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, j'en avais parlé un petit peu là lors du Crypto Bubble. C'est sur Monero. Vous avez vu qu'il a augmenté. Alors, c'est le premier plus gros vraiment privacy coin. Et il y a quelqu'un, alors c'est Zach XBT qui en a parlé, un wallet qui aurait perdu, qui se serait fait siphonner 3520 BTC. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, vous vous réveillez le matin, vous allumez votre portefeuille, vous regardez votre Ledger Live ou peu importe, et vous voyez que vous avez vos 3520 BTC qui ont été extraits de votre portefeuille. Donc, ça représente 330 millions de dollars, c'est quand même énorme. Et tout ça, ça a été transformé en Monero, d'accord. Évidemment, ils ont chopé un slippage énorme, mais vu qu'on est sur une liquidité beaucoup plus faible sur le Monero que sur le BTC, ça a eu un impact super important. Et on le voit sur le prix. Hop, je vais essayer d'actualiser le cours sur CoinMarketCap, si ça veut bien. C'est un peu plus long. Sinon, je vais aller ici. Tac. Voilà, regardez ici. Regardez ici l'augmentation qu'on a eue. C'est-à-dire qu'on est passé de 220, 230 dollars et on est monté jusqu'à 311 dollars. Depuis, on a pas mal corrigé. Mais tout ça, en fait, c'est issu de cette news. Voilà. C'est issu juste de cette news. C'est-à-dire que sensiblement, des fonds auraient été volés et auraient été transformés directement en Monero. Voilà. Donc, on verra un petit peu ce que ça donnera par la suite, mais l'aspect sécurité, c'est hyper important et on n'est pas à l'abri de découvrir d'autres failles par la suite sur des bridges ni quoi que ce soit. Et c'est pour ça que l'aspect sécurité, c'est pas juste de vous dire je mets de l'argent sur une ledger et j'attends. Il y a plein de degrés sur la partie sécurité. Si demain il vous arrive quelque chose et que vous êtes le seul à vous intéresser à la crypto, que deviennent vos cryptos? Si demain vous avez des fonds sur une ledger, mais que vous validez par exemple un smart contract sur Uniswap, vous acceptez un certain accès à vos fonds. Par exemple, la première transaction, c'est un accès illimité à vos fonds. Vous ne révoquez pas le contrat. Demain, la plateforme se fait hacker. On peut siphonner vos fonds, même si vous ne validez pas une transaction sur vos ledgers. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. D'accord? Il y a plein d'autres choses à connaître sur la partie sécurité. Si vous le mettez sur une ledger, évidemment, c'est déjà mieux que beaucoup de personnes, mais c'est loin d'être suffisant. Parce que là, on le voit. Voilà. Même des personnes qui ont beaucoup d'argent. Alors, il faudrait aller dans le détail pour savoir ce qui a été fait exactement. Mais une erreur, c'est game over. Voilà. Une erreur comme ça, c'est vraiment game over. Il faut vraiment faire hyper attention à ça. Et ça prouve aussi que parmi les coins anonymes, il y en a beaucoup de coins qui se disent nous, on est anonyme. Le seul coin aujourd'hui qui est vraiment ultra anonyme, c'est Monero. Tout le reste, c'est des confidentialités potentielles. Par exemple, les transactions boucliers qu'on peut avoir sur Zcash, c'est une certaine forme d'anonymat, mais c'est optionnel. C'est-à-dire que la confidentialité, elle est optionnelle. On est encore sur une blockchain qui est quand même relativement transparente. Sur Monero, avec les ring signatures, les ring signatures, etc., et les stealth addresses, on est quand même sur quelque chose qui est ultra anonyme. On est clairement sur une blockchain opaque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui a quoi, on ne peut pas suivre les transactions sur une blockchain comme celle-ci. Il n'y a pas d'explorateur de blockchain sur Monero, ça n'existe pas, alors que sur toutes les autres, pour le coup, ça existe. Donc ça aussi, ça doit vous renseigner sur quelque chose. Et regardez bien ce que font aujourd'hui les projets qui se plaçaient dans le côté anonymat quand il y a eu le délisting des projets dits anonymes. Quand il y a eu, par exemple, le délistage avec la partie réglementaire juridique sur les plateformes d'échange centralisées, évidemment, il y en a beaucoup d'entre elles qui ont dû se soumettre à ces obligations-là, ces obligations légales. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc, elles ont dit tous les coins anonymes, on les sort. Donc, évidemment, il y a beaucoup de projets qui ont été sortis du lot, y compris Monero. Et de l'autre côté, il y en a d'autres qui ont dit, ils se faisaient partie, ils étaient dans la catégorie coin anonyme, on savait clairement que c'était du gros bullshit, et qui au moment, quand il y a eu ces news-là, ils ont dit non mais les gars, nous délistez pas, regardez, on n'est pas vraiment des coins anonymes, alors que tout leur marketing et toute leur communication, c'était de dire on est des coins anonymes, etc. Et en l'occurrence, un petit clin d'œil au Dash. D'accord, Dash qui aujourd'hui
on n'en entend plus parler. Mais en 2018, 2019, 2020, etc., c'était encore un projet. C'était plutôt un projet de 2017 pour le coup, mais un projet qui avait lancé d'ailleurs toute l'innovation un peu sur les masternodes, pour ceux qui connaissent. Et ça faisait partie des premiers à dire regardez, nous, on est des concurrents avec Monero et tout, alors qu'en fait, dans la réalité, c'était du gros bullshit. Donc vraiment, écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font, et ce qu'ils font la plupart du temps, c'est pas du tout en lien avec des vrais projets communautaires et tout, comme Monero. Enfin, voilà. Pour ceux qui s'intéressent vraiment aux coins anonymes et tout, Monero, c'est vraiment le top du top.